faut galérer? Attendez, je raconte. La galère. On utilise ce mot parfois à la légère, parfois pour rire, mais quand elle s'installe vraiment dans nos vies, ce n'est plus une blague. La galère, c'est une réalité brutale qui peut remettre notre vie en question et nous faire comprendre pourquoi les gens font de la fraude fiscale ou des actes illégaux. Oui, j'y ai pensé. Et surtout, c'est une expérience partagée par toute une génération, même si chacun la vit différemment. On nous a promis que les études et le travail seraient la clé pour s'en sortir dans ce monde. Travaille bien à l'école, fais un diplôme, tu trouveras ta place dans le monde. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous se retrouvent à jongler entre alternance sous-payée, stage de misère, les petits jobs éreintants, le stress des factures et l'inflation qui avale chaque euro. On ne vit plus en survie. On se demande souvent, est-ce que c'est ça la vie d'adulte qu'on nous annonçait? Parce que moi, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. J'en viens même à regretter mon enfance quand j'étais entretenue et ingrate. Qu'est-ce que ça me manque? Et pourtant, quand on parle de galère, il y a toujours ce décalage. Les institutions, les médias, parfois même nos parents parlent de jeunesse dynamique ou de génération ambitieuse. Mais la réalité, c'est qu'on se bat contre un système qui nous use et qu'on n'a pas appris à dire à quel point c'est difficile. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est devenu un modèle de vie imposé qu'on normalise sans oser le remettre en question. Aujourd'hui, j'ai envie de décortiquer ce sujet. Je ne cherche pas à me plaindre ou à m'apitoyer. C'est important de le souligner. Mais j'essaie de mettre des mots clairs sur ce que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien pour raconter ce que ça fait de galérer dans la vingtaine et pour montrer que ce n'est pas une fatalité individuelle, mais un problème collectif, générationnel, qu'on doit regarder en face. Quand on parle de galérer, beaucoup pensent à une mauvaise passe ou à un moment temporaire. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est un quotidien bien installé. Ça veut dire cumuler cours, boulot, parfois un job étudiant le soir ou le week-end. Ça veut dire finir le mois à découvert, compter chaque centime avant de passer à la caisse, hésiter à acheter une carte Navigo ou à sortir voir ses amis. Ça veut dire réduire ses repas ou manger ça. Rogner sur la santé, sur le sommeil, parce que tout est devenu une question de calcul. La galère, c'est se répéter tous les jours. Je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est une atmosphère oppressante et triste qui influence tes décisions, tes rêves et même parfois la façon dont tu te regardes. Moi, j'ai vécu de plein fouet. Pendant mes années d'études, j'ai enchaîné les boulots étudiants. Restauration, hôtesse d'accueil, assistante de direction, assistante téléphonique. Et je veux vraiment dire chapeau à toutes les personnes qui sont encore dans la restauration parce que c'est un milieu extrême. J'y ai laissé une partie de ma santé. Les horaires cassés, le stress permanent, les clients parfois irrespectueux, les managers toxiques. Honnêtement, j'ai failli laisser ma peau. Le dessariat, sourire pendant des heures, même quand on est épuisé, parce que ton rôle, c'est d'être l'image d'une marque. Assistant téléphonique, les gens oublient que derrière la ligne, ce sont des humains. On nous parle comme à des robots, alors qu'on suit des codes et des règles, et qu'on n'a pas le droit de dévier. C'est une violence psychologique. Et puis, il y a l'alternance. On dit souvent que c'est une chance. Tu apprends, tu gagnes un salaire, etc. Mais quand ce salaire, c'est le minimum légal, ça veut dire vivre constamment au bord du gouffre. Entre le loyer, les charges, le transport, il ne reste rien. Tu travailles comme une salariée, mais tu es payé comme une stagiaire. Résultat, tu as une double vie, étudiante et salariée, mais sans les avantages ni de l'un ni de l'autre. Trop fatigué pour profiter pleinement de tes études, pas assez payé pour vivre dignement ton travail. Vive la France! Et à côté de ça, personne ne nous prépare à la réalité financière. Moi, dans mon éducation, on ne m'a jamais appris à gérer mon argent. Comment budgétiser, comment économiser, comment anticiper. Alors, quand j'ai touché mon premier vrai cachet de mannequin, je me suis sentie comme une millionnaire. J'en ai presque perdu la tête en une journée. J'ai gagné le double de ce que je gagnais en un mois en restauration. C'est là que j'ai compris qu'il y a un vrai problème, surtout dans le rapport entre l'effort et la récompense, sans parler des avantages qui vont avec. Ce monde est tout simplement injuste quand on se retrouve du mauvais côté. Je me rappelle de ce virement, j'étais euphorique. J'ai cru que j'allais devenir folle. Je dépensais comme une millionnaire sans penser à l'avenir. J'achetais des choses inutiles juste parce que je pouvais enfin le faire. Ne me jetez pas les pieds. Si vous me voyez dans la rue, voyez-moi comme un frère. Aujourd'hui, je le regrette parce que j'aurais pu mettre de côté, construire quelque chose, mais personne ne m'avait appris ça, ni à la maison, ni à l'école. Et c'est aussi ça la galère, apprendre par les erreurs, parfois trop chères. Ce que j'ai vécu, beaucoup le vivent. On en parle peu, mais les chiffres sont là. Un quart des étudiants en France vit sous le seuil de la pauvreté. Des milliers jonglent entre les cours et les jobs alimentaires. Certains sautent les repas pour payer leurs factures. D'autres renoncent à se soigner parce qu'une consultation, c'est trop cher. Et tout ça, on le normalise.
On dit c'est la vie d'étudiant. Mais non, ce n'est pas normal d'avoir 20 ans et de s'endormir le ventre vide ou d'avoir peur d'ouvrir son application bancaire. En parlant de banque, quand je galérais à l'extrême, j'ai voulu changer de banque parce que je trouvais que la mienne me coûtait trop cher. Alors j'ai tenté la banque postale. Ils m'ont refusé. La banque postale m'a refusé comme cliente. Ils n'ont pas voulu de moi. Bref, j'ai juste abandonné et j'ai embrassé ma situation. Sinon, la banque postale, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Il y a aussi le poids mental et émotionnel. On peut penser que c'est seulement une question d'argent. Mais en vrai, l'argent, ce n'est que la surface. La galère, c'est aussi et surtout une charge mentale qui te suit du matin au soir. C'est vivre avec l'anxiété, la fatigue chronique comme état par défaut. Et ce sentiment permanent de courir sans jamais arriver à destination. Moi, je l'ai ressenti comme un stress constant. Une alarme intérieure qui ne s'éteint jamais. Tu te réveilles fatigué, tu te couches encore plus fatigué et entre les deux, tu as cette voix qui répète « Tu n'as pas le droit de te planter ». Tu sais que le moindre accident, un retard de paiement, un problème de santé, une dépense imprévue peut t'effondrer tout ton mois. Et puis, il y a la honte de dire que tu n'as pas les moyens de sortir, la honte de demander un coup de main à tes proches, la honte de toujours dire non au projet parce que tu dois garder tes 20 € pour manger. Tu apprends à inventer des excuses, à éviter certaines conversations, à sourire quand quelqu'un te dit « Bien, c'est pas cher ». Ce qui rend la galère encore plus difficile dans notre génération, c'est la comparaison permanente. Ouvre Instagram, TikTok et tu vois des gens de ton âge voyager, acheter des fringues de luxe, parler de leur appartement décoré. Tu sais rationnellement que ce n'est pas toute la vérité, mais quand toi tu calcules si tu peux te permettre un Uber ou si tu dois prendre le dernier métro, ça fait mal. Tu finis par avoir l'impression que tout le monde avance sauf toi, que tu es en retard, piégé dans ta condition, alors que ce n'est pas vrai. C'est aussi comme ça que s'installe la dépression. Pas forcément les grandes crises visibles, mais la perte d'élan, l'impression que rien ne change, que tes efforts ne mènent à rien, etc. Moi, je me suis sentie piégée plus d'une fois. Comme si ma vie était bloquée sur mode survie. Je travaillais, j'étudiais, je donnais tout, mais à la fin, je n'avais rien. Et tu te demandes, à quoi bon? C'est peut-être pas si mal de trouver un homme riche et d'être femme au foyer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la galère attaque ton estime de toi. Tu ne te vois plus comme une personne en construction, mais comme quelqu'un qui échoue à rattraper le train. Tu deviens plus dur avec toi que la société elle-même. Tu doutes de ta valeur, de tes capacités, de ton futur. Et c'est là que la galère n'est plus seulement matérielle, elle colonise ton mental. Parlons à présent injonction sociale et décalage. On nous a vendu que l'effort était une garantie de réussite. Mais quand on arrive sur le terrain, on réalise très vite que le film ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que tu peux te donner à fond pour ton diplôme, mais si le marché est saturé ou ton domaine n'embauche pas, ta valeur est réduite à 0 sur un CV. Et ce n'est pas qu'une impression. En France, près d'un jeune sur 5 diplômés du supérieur se retrouve au chômage dans l'année qui suit. Ça, on ne le dit jamais dans les beaux discours sur le mérite. Il y a aussi cette fracture générationnelle. Nos parents ont grandi dans un monde où un seul salaire pouvait suffire à acheter une maison et faire vivre une famille. Aujourd'hui, même à deux, même diplômés, on rame. La génération actuelle n'a pas les mêmes leviers. On nous compare à hier, mais on joue avec les règles qui ont changé. Et dans ce décalage, il y a un effet pervers. Quand tu galères, tu finis par croire que c'est de ta faute. Tu te dis que tu n'as pas assez bossé, pas assez choisi la bonne filière, pas su saisir les bonnes opportunités. Alors qu'en réalité, c'est tout un système qui repose sur une précarité organisée. Stages non payés, loyers exorbitants, salaires qui ne suivent pas l'inflation. On ne nous prépare pas à cette brutalité. On nous raconte une histoire qui n'existe plus. Et ce décalage pèse lourd parce qu'au lieu de remettre en cause le système, on se remet en cause soi-même. On intériorise l'idée qu'on n'a pas assez fait, qu'on est en retard. Alors qu'en réalité, c'est le modèle qui est en panne. J'accuse toujours le modèle et j'accuse toujours le système. C'est la faute au système. Réveillez-vous. Oh, les théories du complot qui me montent à la tête. Ah, maintenant parlons solution. Je vais être claire. Il n'y a pas de solution magique. On ne sort pas de la précarité avec une phrase de motivation, un agenda bien organisé ou un mantra. La galère, c'est lourd et structurel. Mais il y a des stratégies qui aident à tenir debout, à garder un peu d'oxygène et parfois à ouvrir les portes. La première chose, c'est de ne pas rester seul. Ça isole parce qu'on a honte d'en parler. Pourtant, c'est dans le soutien qu'on trouve de vraies ressources. Ça peut être avec des amis avec qui on partage vraiment la réalité, pas juste les beaux côtés. Il y a aussi des collectifs étudiants qui militent pour de meilleures conditions ou même les associations qui aident concrètement.
les banques alimentaires, les aides au logement ou encore les bourses d'urgence. Le plus dur, c'est de dépasser la honte pour demander de l'aide. Mais quand tu réalises que d'autres traversent la même chose, tu reprends un peu de souffle. Et ça fait du bien. Il existe des dispositifs très concrets pour aider les jeunes à sortir de la galère, mais la plupart sont méconnus. Les missions locales et le contrat d'engagement jeune sont parmi les plus efficaces. Ils offrent un accompagnement complet, du coaching, des ateliers et même une aide financière pouvant aller jusqu'à 500 € par mois pour les 16-25 ans sans emploi. À côté, France Travail, les foyers des jeunes travailleurs et les aides de la CAF comme le Fonds solidaire, permet de trouver une formation, sécuriser un logement, financer une caution ou encore couvrir des factures urgentes. Ces solutions ne résolvent pas tout, mais elles peuvent changer la trajectoire de quelqu'un qui n'a aucun soutien ou qui se sent bloqué. La santé mentale et la vie quotidienne sont aussi prises en charge par des structures accessibles et gratuites. Il y a Fil Santé Jeunes et les maisons des adolescents qui proposent un soutien psychologique immédiat pour ceux qui n'ont ni argent ni l'espace pour parler. Il y a aussi la Nightline dont j'ai oublié le numéro mais je vais le mettre en description. Et quand on a besoin d'un hébergement d'urgence, il y a le 115 qui reste le numéro vital. Il y a aussi les Restos du Cœur et les banques alimentaires qui soutiennent les jeunes en précarité alimentaire. Pour les étudiants ou les jeunes diplômés, le Crous offre les aides d'urgence, des repas à 1 € et des logements adaptés et des associations comme Article 1 et d'autres aussi que j'ai oublié qui proposent un mentorat précieux pour construire un avenir professionnel solide. Toutes ces structures existent pour éviter de sombrer et elles peuvent réellement stabiliser une vie quand on sait où frapper. Ensuite, il faut apprendre à poser des limites face à l'exploitation. Dire non quand une entreprise te demande de faire 2 fois plus que ce qui est prévu pour ton job. Refuser les stages déguisés en job. Évidemment, ce n'est pas toujours possible parce que tu as besoin de payer ton loyer, mais il y a des moments où dire non, c'est une question de survie mentale, pas seulement un acte de courage. J'ai appris ça à mes dépens. J'ai longtemps accepté trop en pensant que c'était normal jusqu'à comprendre que je m'y brûlais. Voilà. Les universités offrent souvent des consultations gratuites de psychologues pour étudiants, mais peu de gens le savent ou osent en profiter. Moi, c'est une psychologue qui m'a aidée à sortir de la spirale où je me voyais comme un échec ambulant. Rien que le fait d'avoir un espace où je pouvais déposer la honte et la fatigue a fait une différence énorme. De mon côté, ma stratégie a été de trouver un équilibre bancal mais vital, alterner entre mes obligations d'alternance, mes projets personnels qui me donnent du sens et des moments pour souffler. Ce n'est pas parfait, mais ça m'empêchait de sombrer. Mais je veux insister sur un point. On a tendance à croire que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé, pas assez anticipé, pas assez mérité. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. C'est un problème systémique. Des loyers qui explosent, des salaires qui stagnent, un marché du travail saturé, ce sont des réalités structurelles. Alors oui, on peut mettre en place des stratégies pour survivre, mais la responsabilité n'est pas que sur nos épaules. On ne doit pas porter seul un poids qui dépasse nos vies individuelles. Sortir de la galère, ce n'est pas un parcours linéaire. C'est fait de petites victoires, de rechutes, de moments où on s'en sort un peu mieux et d'autres où tout s'effondre. Mais ce qui compte, c'est de ne pas se croire seul dans ce combat et de refuser de croire que c'est nous qui sommes cassés. Non, c'est le système qui est bancal. Encore une fois. Ça fait beaucoup là, non? Voilà. C'est le système. Si aujourd'hui le peuple paye plus d'impôts que les riches et les ultra riches, c'est qu'il y a un problème dans le système. On est d'accord? C'est vrai, je lipine tout, mais voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, j'aime bien. Alors, on a appris que c'est une expérience commune à toute une génération, même si chacun la vit à sa manière. Et si j'ai voulu en parler aujourd'hui, c'est pour dire tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais dans mes mots, dis-le en commentaire, partage ton expérience, raconte au quotidien, dis-moi ce qui t'aide à tenir parce que ce que tu vis, ça compte. Ta voix compte. Et tu n'imagines pas à quel point ça peut aider quelqu'un d'autre de lire qu'il n'est pas seul. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si tu veux continuer ces conversations, abonne-toi, bien entendu. Et rejoins cet espace. Ici, on ne cherche pas à montrer des vies parfaites, on nous parle du vrai, même quand ça fait mal, parce que c'est à partir de là qu'on peut enfin avancer ensemble, collectif. Voilà, nous, tous ensemble. Marché arabe et noir. Et juif.
Et j'ai que demain. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, je mets aussi, je sais pas si c'est par là ou c'est par là, je mets mes coordonnées. Et si tu veux parler santé mentale, j'ai un podcast qui est disponible sur Spotify, Deezer, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Ça s'appelle Parole Lab. Venez. Même nom sur Instagram. Et puis voilà. On se retrouve au prochain épisode. Et wing wing. Il faut vraiment que je trouve une intro avec ça. Parce que je trouve que ça claque. Genre ça le fait bien. Si vous avez aussi des idées pour une intro avec le téléphone rouge, dites-le moi. Bye bye.